c'est encore moi. Je reviens d'un week-end aussi bref qu'intense à Paris, qui fut l'occasion d'une production de CO2 intercontinentale parfaitement judicieuse, voire extrêmement stimulante, puisque j'ai eu le plaisir et l'avantage de participer à un stage de Bhaskar sur un des sujets qu'il développe sur Hypnomachie. Et si ces sujets vous intéressent, je ne saurais que vous recommander avec la plus vive énergie de vous renseigner sur ces séminaires. Parce que moi, c'est la deuxième fois que ça m'arrive, et c'est la deuxième fois que j'en ressors très très heureux, mais vraiment très heureux. En plus, on y rencontre de nombreuses personnes d'une excellente qualité, donc je salue tout le monde au passage, et j'espère qu'on se reverra bientôt. Maintenant, j'aimerais partager avec vous ce qui s'est passé avant et après le séminaire, c'est-à-dire quelques interactions avec la France F majuscule. La France qui organise, la France qui réglemente, la France qui contrôle, la France qui administre. C'est une science. C'est à la fois une science et un art de vivre. C'est vraiment l'essence de ce qu'on aime faire. Et on le fait avec passion. Parce que qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand tu es un gros touriste et que tu arrives en France? Eh bien, la première chose que tu fais, c'est de passer la douane. Alors, mes camarades vaches et moi-même, nous sortons de l'avion et nous sommes canalisés vers le poste de contrôle douanier, où là, nous prenons à la queue leu-leu un petit chemin en labyrinthe formé par des rubans élastiques tenus par des poteaux télescopiques qui nous permettent, avec un S très très compliqué, dans une langue bizarre, de nous présenter devant la première rangée de douaniers qui, eux, sont des robots. Là, chaque vache prend son passeport et doit le poser sur un appareil qui va le scanner, ce qui fait ouvrir la porte d'un sas. Donc il y a une double porte qui s'ouvre, mais on ne peut pas encore vraiment marcher parce qu'on est enfermé à ce moment-là dans une boîte d'environ, je sais pas, 1,50 m de long, peut-être même 2 mètres, hein, va savoir, avec une autre double porte à l'autre extrémité, certainement pour qu'on ne s'échappe pas pendant le contrôle. Là, il faut poser ses pieds sur des marques au sol pour qu'on soit bien en face d'une caméra qui va nous prendre en photo. Donc la machine, elle a absorbé tout ton passeport, ton nom, ton âge, tout ça, puis là on te prend en photo pour être sûr que c'est toi, tu comprends? Une fois que la photo est prise, la double porte du sas s'ouvre et tu peux te présenter en tant que vache bien soumise devant un autre douanier, mais cette fois-ci ce n'est pas un douanier robot, c'est un douanier en viande. Et il est assis dans un aquarium et il attend avec une grâce non feinte que tu lui tendes ton passeport. Donc tu lui tends ton passeport. Et là, j'aimerais souligner que c'est une activité que je travaille depuis maintenant assez longtemps, avec un taux de succès d'environ 65-70%, je dirais. Il s'agit de ne rien dire. Le jeu, là, c'est de ne rien dire. Il ne faut pas dire bonjour, ni merde, ni rien. Il faut juste tendre le passeport à la viande douanière qui l'attend, si possible, en bouquinant par exemple. Tu as ton livre à la main, puis là tu lis, ou alors un téléphone, un machin, puis tu touches, glisse, touche, glisse, tu retouches et tu reglisses. Tu regardes pas le douanier. Ça, c'est la forme plus de l'exercice. Là, tu entends que la chose douanière tourne les pages de ton passeport. Hein, ça fait tac, tac. Alors, il est là. Ah oui. Il regarde tous les petits dessins et tous les petits machins qui ont été tamponnés avant. Et là, clac, il donne son propre coup de tampon dans ton passeport. Là, tu reprends le passeport et tu t'en vas. Tu n'as prononcé aucun mot. Eh bien, comme je disais, dans environ 2/3 des cas, c'est là que tu sais que tu as gagné. Tu entends, alors que tu t'éloignes, la tête haute, « De rien !» ou « Bonne journée, vous aussi !» Tu vois, du genre, tu n'as vraiment pas été poli comme vache de ne pas me dire ni bonjour, ni merci, ni au revoir, ni bonne journée. Tu n'as pas été poli du tout, tu ne m'as pas respecté. Ça, c'est vraiment
un truc qu'il faut faire parce que sinon le douanier t'insupporte trop et tu as vraiment envie de faire des choses que la morale réprouve avec sa viande. Donc voilà, exercice vraiment intéressant qui me stimule parce qu'à chaque fois je suis perplexe. Imaginerait-on un violeur ou un racketteur qui t'a coincé au coin d'une ruelle te reprocher de ne pas lui dire merci, au revoir quand tu t'en vas? Peut-on imaginer cela? Mais là, oui, simplement parce qu'il y a une guérite avec une viande en uniforme qui fait claque avec un tampon. Là, il faut dire oui, merci, bonjour, au revoir. C'est fantastique. Bon, c'est pas très excitant non plus, mais ça fait un peu monter la pression après 8 heures d'avion. Tu te sens tout de suite mieux, puis tu es plein de vigueur pour rentrer où? Dans le métro. Ou plus particulièrement, quand on parle de l'aéroport, dans le RER. Le RER, pour les Montréalais, c'est comme le REM à Montréal. C'est un genre de train qui circule sur des distances plus longues que le métro, un train de banlieue. Sauf qu'à la différence du REM, le RER, lui, il roule. Mais bon, ça c'est juste un détail technique, hein, on ne va pas non plus couper les cheveux en 4. Donc, tu arrives dans le RER, là, il faut que tu payes, bien sûr, un accès pour pénétrer le train. Donc, tu sortes ta carte Navigo. Là-bas, la carte Opus s'appelle une carte Navigo. Surtout que ce n'est pas une carte à puce, c'est un bout de carton magnétique. Donc, c'est plus écologique qu'une carte Opus en plastique avec un circuit dedans. Tu sors ta carte Navigo, tu la poses sur la machine à remplir les cartes Navigo. Alors, comment ça marche? C'est comme la carte Opus à Montréal. Hein. Tu mets le truc sur la machine, la carte, et là tu payes avec de la monnaie avec des numéros comme des euros ou des dollars, mais là c'est des euros en France, et ça te crédite des points sur ta carte. C'est un peu comme des bitcoins en fait, mais en mieux, parce qu'avec les bitcoins, tu peux pas prendre le métro. Avec les points sur ta carte, là, quand même, tu peux te déplacer, ça sert à quelque chose, quoi. Et donc, moi, bien sûr, je me dis parce que je suis une personne qui prévoit les choses au moins jusqu'au lendemain matin. Ah oui, donc demain, le séminaire de Bhaskar commence, donc je vais prendre le métro entre mon hôtel et le lieu de la formation. Donc je vais prendre en même temps que mon ticket de RER de l'aéroport au centre-ville, je vais aussi prendre mes tickets de métro pour le week-end. Et donc j'appuie avec mon doigt sur l'écran, tu sais, tu touches, c'est un peu comme un très gros téléphone, mais qui a la taille d'un jeu vidéo en fait. Et donc j'achète mon ticket de RER, le RER, et j'achète 6 tickets de métro, parce que c'est marqué... Bref, je ne vais pas vendre la mèche tout de suite. Donc, je me déplace, j'arrive en ville, et le lendemain matin, quand c'est le moment de prendre le métro pour aller au séminaire, eh bien, ça ne marche pas. Le portillon du métro me fait la croix rouge, alors c'est hyper humiliant. Tu as fait une faute, c'est une croix rouge, tu ne peux pas passer. Moi, je suis blessé dans mon être quand la machine me refuse le passage, alors que de toute bonne foi, la veille, j'ai rempli la carte avec des points pour ouvrir les portes du métro. Eh bien, le problème, quand je m'enquière de la chose auprès des préposés à l'accueil, alors les préposés, c'est une dame qui a une tablette et qui explique des trucs à un client derrière lequel j'attends mon tour. Et derrière la dame, il y a 5 messieurs qui la regardent et qui discutent entre eux de manière très conviviale. Hein. On voit que la bonne humeur est de mise, donc c'est bien parce que c'est une ambiance de travail quand même chaleureuse. Alors moi je fais quand même la queue, hein, parce qu'ils sont que 6, mais apparemment quand je me renseigne, il n'y a qu'une tablette pour renseigner les gens, donc je dois attendre. Bon, à ce moment-là, quand c'est mon tour, j'explique à la dame que hier, à l'aéroport, j'ai acheté les tickets de métro, et là, le métro me dit qu'en fait, non, j'ai pas de ticket de métro. Donc, quelque part, je me sens lésé dans mon acception de la possibilité de bouger mon corps d'un endroit à l'autre de manière payante. C'est un peu confus comme phrase, mais c'est pas grave.
Je vais pas la couper au montage parce que ça m'emmerde, mais t'as compris ce que je voulais dire. Donc la dame, elle me dit, oui, mais monsieur, parce qu'elle prend ma carte et elle examine avec sa tablette, c'est pas des tickets de métro que vous avez pris, c'est des tickets de bus. Donc en fait, à Paris, parce que ça, je savais déjà que j'étais déjà allé à Paris, et d'habitude, tu prends un ticket, ça fait les deux. Eh ben non, plus maintenant. Alors je vous avertis, touristes de l'étranger, vous ne pouvez pas prendre le bus et le métro avec le même ticket, c'est pas comme à Montréal. Ben non, ce serait trop facile. Donc on a créé de la valeur en créant du travail, en créant de l'emploi, en séparant les deux activités complètement. Et donc j'ai dû faire convertir mes tickets de bus qui ne me servaient à rien parce que mes trajets se faisaient en métro, j'ai dû les convertir en tickets de métro. Mais comme c'est pas tout à fait le même prix, apparemment, ça aussi c'est une nouveauté pour moi, j'ai eu un avoir. C'est passionnant, non? J'espère que vous êtes intéressés parce que j'ai encore des trucs à raconter. Voilà, donc ça c'est le premier, le début en fait du week-end. Ensuite, en arrivant en ville avant d'aller au séminaire, je me dis tiens, je vais aller à la poste parce que j'ai des colis à envoyer. J'ai envoyé des paquets en France et en Angleterre. Je me suis dit bon, et je voulais aussi en envoyer parce que je suis très malin aux États-Unis. Et ben, je me suis dit je vais le faire depuis la France. Oui, parce que alors avant que tu ricanes, je ne peux plus envoyer de colis du Canada aux États-Unis. Pour en envoyer, il faut que je m'inscrive sur un site de la douane, enfin un machin quelconque relié à la douane, que j'ouvre un compte et que je me déclare, etc. Et que avant d'envoyer des colis à l'étranger, aux États-Unis, je dois remplir un formulaire, faire des QR codes et des machins comme ça, les coller sur le colis ou en tout cas venir avec à la poste pour qu'eux le scannent et disent voilà. C'est bon. Donc il y a cette valeur travail en plus qui a été rajoutée dans l'expédition. Donc moi je ne peux pas le faire parce qu'il n'est pas question que j'ouvre un compte sur une plateforme électronique ou je sais pas quoi relié à la douane. Ça va, oui. Bon. Donc je me suis dit je vais le faire depuis la France parce que je sais que le Canada et les États-Unis c'est la merde et tout. T'as la carne et la trompe qui s'engueulent, ils se font des droits de douane et des machins. Donc dans ma tête, depuis la France, c'était pas la même chose. Et ben si, donc j'arrive à la poste avec mon colis pour les États-Unis, on me fait le même plan, exactement pareil. Ah ben monsieur, il faut aller ouvrir un compte sur votre application de téléphone. Oui, mais j'ai pas de téléphone. Oui, mais monsieur, il faut ouvrir un compte sur l'application. Bon, bref, une petite boucle comme ça de plusieurs minutes. Donc j'abandonne, mais je dis, mais cependant, si on ne peut plus envoyer de colis de la France vers les États-Unis sans ouvrir des comptes sur des machins de douane, est-ce qu'au moins je peux envoyer un colis en France? Est-ce que c'est possible? Alors ça a été possible. Même en Angleterre, t'imagines, j'ai même pu envoyer un colis en Angleterre. Bon, c'est quand même bien. Donc je me présente devant la machine, parce que là aussi, il n'y a plus une postière chaleureuse qui te pèse tes colis, qui t'encaisse tes euros et qui t'envoie tes choses. Enfin, ça passe maintenant par un robot, comme à l'aéroport. Donc je vais devant le robot qui a une petite balance sur laquelle je pose mon colis, le premier. Et là, avant de pouvoir accéder au prix et au timbre que je peux coller sur l'enveloppe, je dois remplir une fiche. Je dois mettre le nom du destinataire, son adresse, et je dois mettre le mien, etc. Comme si j'envoyais un gros recommandé, avec vérification et tout. En fait, ça veut dire que maintenant, en France, tu ne peux plus envoyer quoi que ce soit sans être contrôlé au départ et à l'arrivée. Ça remplit des bases de données que l'État possède, puisque la poste appartient à l'État. Tu ne peux plus envoyer, des lettres, je pense que tu dois pouvoir le faire, mais en tout cas les colis, non, c'est fini. Tout est enregistré. Parce que si tu mets pas le bon destinataire, eh ben, ça n'arrive pas. C'est vachement malin comme système. Bref, bien sûr, pour envoyer mon colis en Angleterre, c'était beaucoup plus compliqué. Il y avait plus de questions à répondre sur le robot. Et le prix était aussi démesurément plus énorme. Parce que pour une cassette, oui, j'ai envoyé une cassette. Je t'en regarde. J'ai envoyé une cassette en Angleterre. Ça m'a coûté quand même 18 euros. 18 euros, ça fait environ, 32 dollars. 32 dollars pour envoyer une cassette sur moins de 1000 km. On fait vraiment des progrès, je trouve, dans le transport en commun.
Donc voilà pour mon aventure à la poste. Alors la dame était quand même gentille, elle m'a expliqué comment ça marche le robot et tout, mais elle était quand même un petit peu énervée que je ne sois pas heureux du déroulement de l'opération, que je ne sois pas aussi enthousiaste qu'elle quant au fait de devoir passer en tout une quinzaine de minutes à manipuler des interfaces sur le robot pour poster 2 colis. Hein. Parce qu'évidemment, oui évidemment, j'ai envoyé 2 colis, mais j'ai dû faire 3 tentatives, parce qu'il y a une des fois où le truc a planté. Et puis la machine s'est mise en rade, donc j'ai dû recommencer sur la machine d'à côté. Voilà. Donc ensuite, après cette palpitante aventure, le week-end se passe donc de façon tout à fait merveilleuse, entre les séminaires et les restaurants. Et le dimanche soir, la veille de mon départ, je rentre donc par les voies du métro vers ma dernière nuit d'hôtel. Et encore une fois, dans un esprit de grande prévoyance, je me dirige vers le robot vendeur de Bitcoin à métro pour mettre un ticket de RER pour retourner à l'aéroport le lendemain matin. Comme ça, je me dis, si jamais je me réveille un peu à la bourre, je ne passerai pas 10 minutes à faire la queue et à acheter un ticket de RER dans la panique. Je vais l'acheter avant de me coucher. C'est hyper malin. Alors je pose ma carte Navigo sur le robot à distributeur de points, et là, le choix RER ne m'est pas proposé. Enfin, il m'est proposé, mais de façon grise, tu sais, désactivé. Alors je suis quand même étonné. Alors j'essaye plusieurs fois, quoi. C'était bon, j'ai pas tapé dessus parce que je suis un être raisonnable et respectueux des appareils. Donc je ne l'ai pas frappé, mais j'ai enlevé ma carte, l'ai remise, jamais il n'a voulu me laisser acheter un ticket de RER. Alors, fort étonné, muni de ma perplexité, je me dirige vers le guichet qui était encore ouvert, il était quand même minuit du soir, et je m'adresse au charmant guichetier. Je dois dire qu'il était fort aimable et très amusant. On a bien rigolé ensemble, franchement, et c'est pas de l'ironie. Et je lui adresse mon problème en lui disant, voilà, j'ai une carte là, pourtant elle marche, je m'en suis servi tout le week-end pour prendre le métro, mais là je n'arrive pas à acheter mon ticket de RER. Alors il me dit, donnez-moi votre carte, il la pose devant son truc, il a un ordinateur qui analyse tout ça. D'ailleurs, au passage, si quelqu'un a des astuces pour hacker les cartes et les recharger sans passer par l'étape paiement, ça pourrait m'intéresser. Enfin, c'est pour des questions, bien sûr, d'intérêt technique, y compris, bien sûr, pour les cartes Opus de Montréal. Enfin, je dis ça comme ça. Bref, donc le monsieur me dit, ah oui, je comprends pourquoi vous ne pouvez pas acheter de ticket de RER, c'est parce qu'il vous reste un ticket de métro. Là, je loue sa présence d'esprit, sa grâce et son côté didactique, sa pédagogie. Ça a pris une douzaine de minutes pour qu'il arrive à me faire comprendre que sur la même carte, qui peut servir sur les 2 systèmes de transport, métro et RER, on ne peut pas faire cohabiter les 2 types de tickets, enfin les 2 types de points. Si c'est pas clair, c'est normal, moi ça m'a pris aussi, comme je te dis, presque un quart d'heure à comprendre. Juste ce sujet-là, parce qu'on a discuté d'autres trucs après. Donc c'est ça. Donc le fait d'avoir des tickets de métro sur ta carte t'empêche de les utiliser pour le RER, et vice-versa. Si tu as un ticket de RER, tu ne peux pas acheter de ticket de métro. Alors, comme il m'est resté un seul ticket de métro et que je m'apprêtais à l'utiliser pour rentrer à mon hôtel, le jeune homme me dit, ce que vous pouvez faire, c'est en fait simplement prendre vos tickets de RER à l'arrivée. Comme ça, vous aurez consommé votre ticket de métro qui reste, votre carte sera libérée, et derrière ça, elle sera disponible pour accueillir, bras ouverts, et plus si entente, votre ticket de RER. On a bien rigolé parce que lui et moi, moi je trouvais ça absurde, mais je pensais encore avoir mal compris. Et lui dit non, mais c'est vraiment débile, il est tout à fait d'accord, mais c'est comme ça que c'est programmé, donc ça ne peut pas cohabiter. Bon,
Je prends note de son conseil et donc je passe une excellente demi-heure de métro à lire des trucs en me disant chouette, à l'arrivée, je vais enfin pouvoir acheter mon ticket de RER et je serai prêt pour le départ demain matin. Eh bien, figure-toi qu'à l'arrivée, à la station d'arrivée, je pose ma carte sur le robot de cette station pour acheter mon ticket de RER. Et là, le choix n'est toujours pas disponible. Pourtant, je suis sûr d'avoir pris le métro, j'en sors. Donc, il n'y a plus de ticket de métro sur ma carte, puisque c'est une carte qui ne contenait qu'un seul ticket. Et je doute que la RATP m'ait fait grâce du voyage et n'ait pas débité le point sur la carte. Donc, c'est forcément arrivé à zéro. C'est Pythagore qui l'a dit, ou un mec comme ça. Donc, je m'étonne encore une fois. Et je me dirige vers le guichetier de cette station-là, qui lui aussi fut fort aimable. Hein. Je dois dire que les gens de la RATP au guichet en général sont gentils. Et il examine avec moi le problème et il se rend compte qu'effectivement là ça devient vraiment très très impénétrable. Il y a 0 ticket, la carte est complètement vierge. Et en fait, il a une illumination le monsieur. Et c'est pas en regardant quelque chose, une indication sur l'écran ou quoi que ce soit. Il y pense, parce qu'il a dû déjà voir le cas. Il me dit, mais non, mais c'est ça. Vous venez de passer votre dernier ticket de métro, mais il faut attendre maintenant 4 heures pour pouvoir la recharger avec un ticket de RER. Alors, là, j'ai compris du premier coup, mais j'ai simplement compris l'enchaînement des faits. J'ai pas compris pourquoi, enfin, ça n'avait pas vraiment de sens. Alors bien sûr, j'ai éclaté de rire, lui aussi. C'est ça qui est bien avec le rire entre personnes, c'est que c'est communicatif. Surtout sur des sujets aussi débiles. Et il me dit, non mais c'est comme ça, ça a été programmé comme ça. Il faut que la carte cicatrise, en gros, pendant 4 heures, avant de pouvoir être re-remplie d'un autre type de transport. Voilà, donc je suis admiratif. Je suis vraiment admiratif devant la sophistication des systèmes informatiques. Moi, je me rappelle, dans les années 70, 80, on était cons. On était vraiment trop cons. On achetait un ticket en carton, on le mettait dans les machines, ça ouvrait les portes. Je veux dire, c'était beaucoup trop rapide. Je veux dire, t'allais au guichet, tu donnais des francs, on te donnait des tickets. À un moment donné, ils ont même fait des cartes, tu vois, mensuelles et tout. Puis les tickets, tu les utilisais, les portes s'ouvraient. Puis il n'y avait pas besoin... Enfin, de machin, de téléphone, de poser des trucs et d'attendre 4 heures entre deux machins. Donc non, c'était pas bien parce que ça créait pas assez de travail et donc pas assez de valeur. T'imagines tout ce qu'on a dû penser pour en arriver à ce système aujourd'hui où il faut que les cartes cicatrisent entre le métro et le RER. Bon, franchement, je trouve que c'est mieux maintenant. Il faut quand même pas non plus exagérer. Cela dit, ça m'inspire aussi une réflexion peut-être moins enthousiasmante, c'est qu'il est probable que toute cette opération soit en fait une de ces manœuvres de manipulation psychologique de la CIA ou du KGB ou d'une merde dans ce genre. Ou, tu sais comment il s'appelle le truc des Israéliens, j'ai oublié, le Sinn Féin, le Sinn Féin, bref. Le Mossad, pardon, putain, je confonds tout, moi. Ouais, c'est sûrement une opération de mecs comme ça qui veulent faire des expériences sociales et puis manipuler les gens, parce que c'est pas possible autrement. Comment tu peux soumettre les gens, à moins que tu les considères comme des vaches, bien sûr, mais comment tu peux soumettre les gens à des trucs aussi tordus ? Il y a un autre indice qui me fait croire ça, que la RATP et le métro parisien sont aux prises de la CIA, c'est que j'ai pris la ligne 14 et je peux te le garantir que la ligne 14 sera fermée le 30 décembre. Ah, ça je peux te le garantir. Tu sais comment je le sais ? C'est que j'ai pris la ligne 14 sur, je sais pas très loin, 5 ou 6 stations, et à chaque station il y a un message qui t'explique que la ligne 14 sera fermée le 30 décembre en 4 langues. Ça veut dire que sur 6 stations, j'ai entendu le message 24 fois. Je pense que c'est une information solide. Et après, je me suis fait la réflexion, mais
quelqu'un qui travaille sur la ligne 14, c'est qui habite sur la ligne 14 et son boulot est à 10 stations sur la ligne 14. Là, on était le 30 novembre quand j'ai entendu ce message. C'était dimanche soir. Si le message est diffusé jusqu'au 30 décembre, ça fait 30 jours, hein, en gros, hein, un mois. La personne va faire, allez, on va dire 20 jours de travail sur ce mois-là, parce que je vais dire que le week-end, il prend un autre métro, parce qu'il en a marre, justement. Et là, sur 10 stations, 2 fois par jour, ça fait 20 fois par jour, ça fait 100 fois par semaine, ça fait 400 fois pour le mois de décembre. La personne va entendre 400 fois le message que la ligne sera fermée le 30 décembre. Alors que le 30 décembre, c'est un dimanche. Il ne travaillera pas de toute façon. Donc, quelque part, il s'en fout un petit peu. Et les gens que ça pourrait intéresser, c'est-à-dire les touristes, ils ne sont pas encore à Paris. Et en plus, dans mon calcul, je crois que j'ai oublié un truc, c'est que j'ai dit que ça faisait 20 fois par semaine. Fois 4, ça fait 80 en fait, parce qu'il y a 4 langues. Fois 10, 800, ça fait 3200. Non, je suis perdu dans les chiffres là. Mais en gros, tu as des chances, si tu habites sur la ligne 14 et que tu travailles sur la ligne 14, d'entendre le message, allez, à la louche, 2000 fois ce mois-ci. C'est quand même chouette la France. Voilà, c'était palpitant. J'espère que tu as su quand même maintenir ton rythme cardiaque à un niveau acceptable. Hein. Je sais que quand même toutes ces émotions. Pour finir, je voulais revenir juste 3 secondes sur le cas du douanier parce qu'on n'insiste jamais assez sur son côté parasitique. Je te fais référence à la vidéo de l'an dernier qui s'intitule « La pyramide des fonctionnaires », dans laquelle tout est expliqué en détail. Mais pour se préoccuper seulement du douanier, il n'est jamais inutile d'insister très lourdement sur le fait que le douanier habite au premier étage, enfin même au rez-de-chaussée, au sous-sol de la pyramide des fonctionnaires. Il est à l'étage des parasites. Le douanier est une tumeur. Il ne sert à personne, sauf bien sûr à ses maîtres, à qui il rapporte gloire et contrôle, mais dans le cadre d'une société libre et civilisée, il ne trouverait personne pour acheter ce service-là. Dans la pyramide des fonctionnaires, je rappelle que tout en haut, on a les dindons, ceux qui disposent de capacités et de compétences qui leur permettraient de les vendre en tant que service sur un marché normal. Mais le douanier, lui, non. Ou alors ce serait simplement un criminel, bien sûr, mais il n'y a aucune façon que le douanier existe dans une société libre. Donc c'est une tumeur, et j'aimerais bien qu'on commence le plus vite possible à appliquer une certaine dose de rayons X, de chimiothérapie et de je ne sais pas quoi, pour éradiquer la tumeur, parce que c'est vraiment du gaspillage éhonté. Réfléchis-y pour ton PNB, là, ton PIB, tous tes machins, là. Si tu vires les douaniers, à mon avis, tu vas faire une affaire. Ah, attends, une dernière chose, avant d'aller te coucher, puisque je parle de moi et que c'est mon petit carnet intime, là, ça n'a rien à voir, quoique si, puisque ça se passait aussi à Paris, donc ça respecte le thème de l'émission. Je suis retombé, séquence nostalgie, sur mon excellente prestation de 1990 sur TF1 dans Tournée Manège. C'est une émission de télé qui, je crois, malheureusement, n'existe plus. Mais j'y suis passé 3 fois, dont une fois avec mon ami Yves. Alors, voilà, c'est rigolo. À l'image, là, oui, c'est moi, hein, donc tais-toi. 1990, si ça t'amuse, va voir ça. C'est un moment de détente et de qualité de premier choix. Sur ce, je te souhaite un bon repos. À bientôt.